Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Label Télévision. Vous regardez votre magazine bimensuel Le Talk, première édition sur votre antenne exclusivement sur Label Télévision et nulle part ailleurs. Ce soir, nous recevons un invité de marque. Il s'agit du directeur de publication du quotidien L'Union au Gabon. Il s'appelle Monsieur Ling-Joël Dembé. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre antenne. Le plaisir est partagé. Nous allons parler des opérations de salubrité publique de ces gouvernements africains qui sont destinés à traquer tous les compatriotes qui détournent les derniers publics. Au Cameroun, cette opération est appelée l'opération Épervier. Au Tchad, par ailleurs, elle est appelée l'opération Cobra. Au Sénégal, c'est une opération qui est menée pour lutter contre l'enrichissement illicite, autant pour moi. Et au Gabon, puisque nous y sommes, cette opération est appelée l'opération Mamba. Avec moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons le directeur de publication du quotidien L'Union qui a rédigé un article qui est paru dans ce quotidien le 11 janvier 2018 au sujet de l'opération Mamba. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par regarder les réactions des citoyens du Cameroun, du Gabon et du Sénégal au sujet de ces opérations menées par les 10 gouvernements. Et ensuite, nous reviendrons sur le plateau pour en débattre. Écoutez. C'est une bonne initiative. Mais ce qu'il faut ajouter à cela, il fallait donc, en arrêtant ces ministres, comme on le dit, il fallait aussi passer aux saisies de leurs biens, parce que leurs biens pouvaient être vendus et ramenés au trésor public. Et je crois que c'est une opération qui devrait pouvoir se poursuivre, qui devrait aller de l'avant et qui devrait être encouragée. Mais il est aussi important d'attirer un peu l'attention de certains services qui s'occupent de cela, à savoir le contrôle supérieur de l'État, à savoir la CONAC qui lutte contre la corruption, à savoir d'autres services encore qui sont à l'intérieur et même la DGRE qui essaie de faire un peu dans le renseignement économique. C'est une bonne chose. Et une mauvaise chose aussi. Une bonne chose parce que on attrape les voleurs de ces pays pour les mettre quelque part. Une mauvaise chose parce que bon, les enfermer n'est pas une solution, mais il faut récupérer ce qu'ils ont volé. Le problème, c'est que l'opération Épervier est venue jeter le discrédit sur la lutte contre la corruption parce que pour qu'elle porte, il aurait fallu que l'opération soit, j'allais dire, juste, qu'il n'y ait pas de privilégiés. Mais nous remarquons que sur certaines affaires de corruption, vous avez certaines mises en cause qui sont jetées en prison et d'autres qui sont laissées en liberté. Bonjour monsieur, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Boutraoré. D'accord, et vous? Je voulais parler à propos du enrichissement illicite. Le mandat du président Macky Sall avait été placé sous le signe de la lutte contre l'enrichissement illicite. 5 ans après, quel bilan en tirez-vous? Bon, enfin, en ce qui concerne la réduction des comptes, ce qui est évident, c'est que si on entend, si on écoute ce que le procureur avait dit la dernière fois, c'est qu'effectivement, la réduction des comptes suit son cours normal. Bien sûr, le temps de la justice n'est pas le temps de n'importe qui. On peut se dire qu'il y a un peu de retard ou bien ça traîne quelque part, mais ce qui est évident, c'est que moi je suis persuadé que la justice va suivre son cours normalement. Est-ce qu'on peut s'attendre à la poursuite de cette même opération à la fin du mandat de Macky Sall? Absolument. C'est-à-dire, actuellement, ce qui serait ce qui pourrait arriver de mieux pour nous, c'est que Macky Sall ait un deuxième mandat. Parce que comme on dit, avec le deuxième mandat, il ne sera plus contraint de suivre de tel ou de tel. Enfin, il n'aura plus. Il aura les mains assez libres pour agir comme il veut. Vous savez, nous sommes au Sénégal. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a beaucoup de lobbies, il y a beaucoup de choses qui sont très contraignantes pour qui que ce soit, même pour le président de la République. Donc moi, je suis sûr que à la fin de ce mandat-là, il y aura des choses positives qui seront sur place,
Mais une fois qu'il aura le deuxième mandat, je suis sûr que l'assainissement sera encore plus évident. Ça, j'en suis sûr. Vous voyez que même si après Macky Sall, un autre président vient, on peut continuer cette opération. C'est ça qui n'est pas évident. C'est pourquoi je souhaite qu'il ait un deuxième mandat. Parce que lui, au moins, c'est qu'il est sûr qu'il a commencé quelque chose. Les autres n'ont pas osé le faire. Mais lui, il a commencé. Et je suis certain qu'il a l'intention de poursuivre et de continuer. Maintenant, avec ce deuxième mandat-là, je suis sûr qu'il aura jusqu'au bout. Ça, j'en suis certain. D'accord, monsieur, je vous remercie. Merci. Ah bon, moi, je pense que le bilan n'est pas si positif. Parce que depuis l'accession de Macky Sall, depuis son accession au pouvoir, donc, on a eu à assister à des procès d'enrichissement illicite, comme le cas de Karim Wade, Aïda Diong aussi. Donc, ce sont des procès qui se sont aboutis sans suite. Bon, sans suite, sérieusement. Parce que le procès de Karim Wade, on a dit que Karim Wade avait volé 300 milliards de francs CFA, mais après au finish, ils l'ont libéré à la fin. Donc Aïda Diong aussi, le gouvernement du Sénégal a déclenché un procès, mais aussi à la fin, le gouvernement n'a rien trouvé. Ils l'ont remis tous ses biens. Hein? D'accord. Mais moi je trouve que tout ça, c'est une politique de Macky Sall. Il y a d'autres choses qui sont prioritaires que d'être là à poursuivre les gens et de les enfermer en déclenchant des procès qui n'ont pas de sens. Moi, je trouve que les procès-là pouvaient ne pas avoir lieu. Le futur président qui sera là après Macky Sall devrait s'interroger sur d'autres points qui sont beaucoup plus stratégiques pour le Sénégal. Parce qu'à cet instant, nous devons nous concentrer sur le développement du Sénégal, mais pas à poursuivre des personnes pour des traques des biens mal acquis et consorts. Donc je pense que si à l'accession, si nous avons un nouveau président, hormis Macky Sall, qui vient pour poursuivre la traque, moi je trouve que ça n'a aucune chance, quoi. Je suis en phase avec le président Macky Sall parce que ça fait partie de la bonne gouvernance. Parce que l'argent illicite, si on l'a repris, c'est parce que qui nous est offerte. C'est une opportunité qui nous est offerte. Parce que quand on confie de l'argent public, la meilleure manière de la gérer, c'est de ne pas la confondre avec votre argent. C'est de l'argent public. Ça doit être géré de manière efficiente. Quand on vous demande de rendre compte, vous rendez compte. Si vous n'êtes pas en mesure de rendre compte, c'est parce que vous êtes en train de vous enrichir illicitement. En cas pour moi, je suis pour. Parce que ça fait partie toujours de la bonne gouvernance. Parce que si on ne la poursuit pas, c'est parce qu'on est en train de fausser les donnes. C'est pourquoi moi je suis en phase avec cette opération. Parce que c'est une opération, comme j'ai eu à le dire souvent, c'est une opération de charme. Donc c'est pour couvrir nos biens, nos ressources. Parce que quand on confie de l'argent, il faut la gérer. C'est pour le Sénégal, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous tous. Donc il faut la gérer convenablement. Si vous n'êtes pas en mesure, c'est parce que vous êtes en déphasage avec la loi. Et la loi vous poursuit. Oui, la loi vous poursuit. Donc l'argent illicite, on doit la continuer. C'est une bonne opération. Un bilan très négatif. Un bilan négatif. Parce que même s'il a fait des efforts pour essayer de stopper la corruption et surtout de poursuivre certains hauts dignitaires, certains hauts anciens dignitaires, cela ne s'est pas fait dans l'équité. Ça n'a pas été un processus général. Et surtout, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'avoir une justice indépendante, d'avoir surtout des corps de contrôle indépendants qui font le travail en toute impartialité, sans l'immixtion de l'exécutif. C'est ça le fond du problème. Voilà, donc c'est un bilan pour moi qui est négatif. Sauf à avoir quelqu'un qui sorte de l'ordinaire, c'est-à-dire si jamais le Sénégal a un jour un chef d'État, peut-être par miracle, qui prend conscience de tout ce qu'il y a à faire, j'en doute.
J'en doute parce que simplement le problème, ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de structure, c'est un problème d'institution. Et si un jour on veut sortir de l'auberge, il va falloir vraiment que nos corps de contrôle, je le répète, qu'il s'agisse de l'IGE, qu'il s'agisse de la Cour des comptes, qu'il s'agisse de l'OFNAC et de tous les corps de contrôle, que ce soit des corps véritablement indépendants, qui puissent faire leur travail en toute impartialité et que derrière, les sanctions administratives et surtout les sanctions judiciaires soient prises aussi de la manière la plus objective possible. Et pour ça aussi, il faut que la justice soit vraiment une justice qui soit à équidistance des citoyens et de l'État. Voilà, qu'on soit dans un vrai état de droit. Mais moi, je pense que ça doit aller jusqu'au bout, en fait. L'opération doit aller jusqu'au bout. C'est parce qu'on connaît dans les histoires, souvent dans notre pays, ça commence d'abord, on arrête certaines personnes et puis à un certain moment, on ne parle plus de ça. Donc j'espère seulement que ça va aller jusqu'au bout, c'est tout. C'est une opération qui sert à traquer tous ceux qui pillent l'État. Donc jusque-là, je pense que l'État se débrouille quand même à traquer ces gens-là. Et c'est une très bonne chose. Et toute chose a une fin. C'est un bon début. Si les hautes autorités ont pensé de mettre la main sur les gens qui nous mettent à terre, parce que nous, les pauvres, nous souffrons, et ce sont eux qui bénéficient. Ça ne nous profite pas, ça leur profite à eux. C'est le temps, chaque chose a son temps. Et on remercie vraiment les hautes autorités qui ont pensé, n'est-ce pas, à commencer cette opération. Et j'espère vraiment qu'ils ne vont pas lâcher parce que s'ils ont commencé, il faudrait qu'ils continuent. Non mais c'est très bien, il faudrait qu'on les arrête parce qu'ils pillent les caisses de l'État, ils nous empêchent, nous les pauvres, d'évoluer. Il faut qu'on les arrête. C'est très bien, moi ça m'arrange, c'est bien. S'ils pillent l'État, on les arrête, c'est bien. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est très bien. C'est très vraiment bien. Que ce soit des grandes personnes ou des mineurs, c'est une bonne chose. Mais en tant que Gabonais, c'est d'abord, quand l'opération a commencé, nous nous sommes dit que c'était une bonne chose. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'était que juste 3 ou 4 personnes. Or, c'est tout un pays qui est plongé dans cette mafia. Mais il faut partir du haut et jusqu'au bas, ce n'est pas seulement le bas. Parce que le voleur, ce n'est pas moi qui suis là, je ne peux pas rentrer au trésor pour aller voler l'argent. Ce sont eux-mêmes qui signent les papiers, qui font des surfacturations et tout et tout. Bon, je peux dire que ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je crois que le Gabon prend déjà des bonnes décisions et c'est une bonne chose. S'il faut vraiment ça, moi je dirais que c'est une bonne chose, il n'y a rien à dire. Donc, Monsieur Joël Dembe, après le visionnage des réactions des différents compatriotes de ces pays, pensez-vous que ces opérations ont-elles été mal comprises ou sont-elles impopulaires? Car bien des fois, les détourneurs sont des proches de ces personnes-là. Vous savez, au sujet des questions liées à la corruption, l'arrestation d'un certain nombre de compatriotes, les avis peuvent être partagés. Cela se comprend. Mais il faut d'abord partir du contexte dans lequel ces actions judiciaires ont été menées, et notamment l'opération Mamba. Vous vous souviendrez qu'en 2009, lors de la campagne présidentielle, Ali Bongo Ondimba avait une vision claire qui consistait à changer le devenir de cet nombre de populations, améliorer leurs conditions de vie. Et il avait un programme qui définissait clairement ce qu'il... Et un projet de société. Un projet de société, l'avenir en confiance. Et il avait pris l'engagement de construire, concernant justement la question liée au logement, qui fait débat aujourd'hui, de construire 5000 logements par an. Oui. Les moyens ont été mis, des moyens considérables. Notre budget, le budget gabonais, était passé de 150 millions avant 2009, 150 milliards, autant pour moi, au double. Ce qui signifie que concernant l'investissement, il y avait un certain nombre de moyens qui ont été mis en place et des fonds pour un certain nombre de projets sociaux destinés aux populations. Au terme de ce mandat, on a constaté que tous les projets, notamment concernant les logements, les lotissements, n'avaient quasiment pas abouti.
On parle de 6 000 et quelques logements, pourtant c'était 5 000 qui avaient été promis au terme de chaque année. Voilà, donc il y avait en fait à peu près, on devrait se retrouver au moins avec 30 000 logements au minimum. Et l'autre aspect qu'il faudrait retenir, c'est qu'on a eu dans ce pays, le Gabon principalement, une culture qui consistait sensiblement à détourner les fonds. On l'a appelé un sport national. Parce que des compatriotes, en fonction des positions qu'ils occupaient, se permettaient de détourner l'argent public en toute impunité. Nous avons, je crois, les autorités à l'époque avaient mis en place un certain nombre de structures, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, et également nous avons pourtant un code pénal qui sanctionne également tous les délits concernant les détournements de fonds d'argent public. Et jusque-là, il n'y avait pas réellement eu de sanctions. Tous les Gabonais se posaient la question, comment se fait-il que dans ce pays, les gens volent impunément sans qu'ils ne soient mis en Surtout au détriment des populations, parce que quand il s'agit des logements sociaux, ces logements-là, c'était pour les populations gabonaises. Et aujourd'hui, n'ayant pas eu la possibilité d'avoir leur logement parce que les fonds ont été détournés, parce qu'on parle de certains chantiers qui n'ont même pas vu le jour et dont l'argent qui avait été mis à la disposition de certains hauts responsables et au cadre de l'administration n'ont pas été réalisés. Voilà, ça fait 1 an, le gouvernement lance une opération qui consiste à débusquer un peu toutes ces personnes qui ont détourné les fonds publics. Et lorsque Mamba s'engage, c'était uniquement dans ce cadre. Donc on a pu, à partir de cet instant, découvrir un certain nombre de malversations financières liées à la non-réalisation de tout un certain nombre de projets. Il n'y a pas que des projets liés au logement, il y a d'autres projets qui sont également concernés et les personnes ont plus ou moins été auditionnées, d'autres mises aux arrêts, je crois que nous... À la prison centrale de Libreville. Voilà. Mais selon vous, est-ce que cette opération, des opérations de ce type, vu que nous parlons de l'Afrique, est-ce qu'elles sont-elles dissuasives et existe-t-il des statistiques prouvant qu'il y a eu recul de la corruption suite à de telles opérations ? Vous savez, au niveau des statistiques, il y a des organismes internationaux qui parlent de ces questions de corruption. Des pays, on entend cette année, le pays est au rang X par rapport à la corruption et ça baissé, ça peut évoluer comme quoi. Bon, oui. Dans notre pays, le Gabon, de manière concrète, après l'opération Mamba, les gens ont plus ou moins été freinés juste au début, mais on a senti qu'il y a eu comme un laisser-aller. Je ne présage pas de ce qui va être fait ou ce qui pourrait être fait, mais c'est ce que l'on a ressenti dans l'opinion, parce que, voyant certaines personnes qui continuaient à mener grand train, on entendait parler d'un certain nombre de choses, de détournements, de malversations, donc toutes ces choses. Donc, est-ce que... Et surtout d'argent même caché dans des paradis fiscaux à l'extérieur. Selon certaines sources, bon, on n'a pas de preuves, mais ce qui est évident, c'est qu'il y a quand même eu un problème dans ce pays. Des fonds ont été dégagés et on ne voit aucune réalisation concrète. Aucun investissement. Aucun investissement concret, notamment dans certains domaines. Et d'où un peu l'importance pour l'opération Mamba d'essayer de voir clair dans tout cela, parce que ça permet également de se poser la question de savoir où sont passés ces fonds. Où sont passés ces fonds? À quoi ont-ils servi? À quoi ont-ils servi? La question du logement qui aujourd'hui suscite beaucoup d'intérêt, est liée au fait que le Gabon le débat a toujours été clair. Il y a eu un déficit en matière de logement. Oui. Un déficit énorme. D'où le fait que le chef de l'État a mis les projets sociaux en priorité, parce que c'est des projets qui bénéficient aux populations. Effectivement, parce que la demande étant forte, on a remarqué qu'au cours du mandat qui vient de s'achever, il y a eu plusieurs chantiers qui ont été lancés à travers le pays. Et au final, lorsqu'on regarde, il
n'y a pas un résultat vraiment concret. Il n'y a pas de résultat. Vous parlez tout à l'heure de 6 000 logements, mais 6 000 logements, ce n'est rien par rapport à ceux qui... Aux 30 000 qui étaient attendus. Aux 30 000 qui étaient attendus au terme de 5-6 ans. Mais vu que nous parlons de personnes, selon certaines sources, surtout celles de l'opposition tant gabonaise que camerounaise ou sénégalaise, les opérations du type Mamba se transforment vite en règlement de compte politique ou en opération à tête chercheuse. Autrement dit, les détourneurs ne sont pas tous ciblés. Bon, maintenant, il faut qu'il y ait des choses, des précisions par rapport à tout ce qui se dit. C'est vrai que quand nous, on a l'habitude d'entendre un certain nombre de choses, l'opposition condamne, critique, à gauche, à droite, mais le constat qui est là, et nous l'avons tous fait, ce gouvernement a-t-il atteint ses objectifs? Tout le monde sait qu'il n'y en a pas. Les objectifs n'ont pas été atteints. L'autre question qu'on peut se poser, est-ce que réellement les personnes qui sont ciblées, qui sont citées, ont-elles été impliquées dans ces malversations? Je crois que là aussi les réponses sont. Il ne s'agit pas de débusquer un opposant, il ne s'agit pas de débusquer ou tel autre. Mais il s'agit de mettre aux arrêts les personnes impliquées directement dans ces malversations. Effectivement, c'est un peu été le cas pendant toute l'opération qui a été menée. Nous avons pu nous rendre compte nous-mêmes à travers les discussions, les enquêtes que nous avons menées auprès des personnes ressources et autres pour recueillir un peu certain nombre d'éléments. Et nous sommes rendus compte que dans cette opération Mamba, il y a eu beaucoup plus de révélations faites au fil des enquêtes. Oui. Donc des interrogatoires qui ont été menés et c'est là où au fil du temps on découvre que X a été mêlé parce qu'il a été cité par Y et la personne l'a appelé également. Ça a été comme une chaîne. Une chaîne de révélation, ce qui fait qu'après on s'est retrouvé avec un dossier que l'on n'imaginait pas aussi immense et aussi explosif parce que personne ne pouvait imaginer aller fouiller un peu dans ce qui s'est passé. Et on parle de plusieurs centaines de milliards. On parle de plusieurs centaines de milliards, mais aujourd'hui... Cela ne peut pas passer inaperçu. Ça ne peut pas passer inaperçu parce que les Gabonais se rendent compte, quand ils circulent, quand ils cherchent les logements, un peu partout, ils se rendent compte qu'il y a des chantiers inachevés. À Libreville, à Coq, à Port-Gentil. Alors qu'on sait réellement qu'il y a eu des investissements énormes qui ont été dégagés. Tant par l'État que par des prêts. Et effectivement, tout cela. D'accord. Et pour poursuivre, je voudrais vous demander quelle différence l'opération Mamba fait-elle entre les erreurs de gestion et les détournements de fonds publics proprement dit? Bon, les erreurs de gestion, détournement de fonds publics, il y a un paradoxe parce qu'une erreur de gestion peut être différente d'un détournement de fonds publics. Donc, pour toutes ces questions liées à Mamba, on parle beaucoup plus de détournement, malversation. Les erreurs de gestion sont plutôt liées à des aspects administratifs et autres et comptables sans que soit les personnes aient récupéré cet argent. Mais là, nous sommes dans un cadre proprement parlé de lutte anti-corruption. Déboucher un certain nombre de personnes qui sont à l'origine de pratiques déviantes dans la gestion des deniers publics. Parce que c'est cela d'abord le plus important. Doit-on condamner ou pas? La question n'est pas là, c'est d'abord de pouvoir aller au terme d'un processus, parce que tout cela va de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite et mettre fin à l'impunité. Cette impunité qui fait en sorte que beaucoup de compatriotes se sont permis d'utiliser l'argent du contribuable pour un enrichissement personnel et pour des projets personnels. Pour les projets personnels, alors que le gros de la population aujourd'hui a tant de pouvoir public qu'ils puissent aller à l'école, qu'ils puissent se faire soigner, qu'ils puissent avoir un logement, qu'ils puissent avoir accès à l'eau et l'électricité. Donc tout cela, c'est de l'argent public qui est mis à disposition de ces personnes. Donc ces personnes ont le devoir de pouvoir aller au terme des projets parce que l'on soit aujourd'hui opposant, demain gouvernant, de la majorité. L'important, l'accès au pouvoir, on est là pour servir
les populations. Quand ce n'est pas le cas, il faudrait bien que les gens qui sont chargés de le faire puissent rendre des comptes. Et nous, notre travail n'est pas de juger. Notre travail est simplement de poser un problème et de révéler à l'opinion ce qui est fait, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, c'est à la justice de pouvoir décider par ailleurs de ce qui pourrait être fait. Avec votre permission, avant de poursuivre ce débat, nous avons la réaction de juristes au Sénégal grâce à notre équipe qui est installée au Sénégal, menée par M. Babacar Touré. Ils ont pu avoir en interview exclusive 2 avocats et juristes bien qualifiés en la matière pour nous accompagner lors de cette émission. Donc nous allons écouter d'abord ces entretiens et ensuite nous reviendrons pour la suite de votre émission. À tout de suite. En tout cas, pour le Sénégal, c'est la catastrophe. Il est clair que l'objectif visé était politique. Politiquement, je ne pense pas qu'ils aient tiré un avantage de cela. Pour ce qui est de l'intérêt national, cela a été un flop. Je crois qu'on dise, il y a un débat ces jours-ci, au cœur duquel on parle de recouvrement. En tout cas, moi, mon client, c'est Karim Wade. Et à ce jour, j'affirme que je ne suis au courant d'aucun recouvrement fait par l'État du Sénégal. En dehors des villas qui avaient été saisies au Sénégal, n'est-ce pas, et qui, semble-t-il, auraient été restituées. Est-ce vrai, est-ce faux? Je n'en sais rien. En tout état de cause, pour ce qui est du reste, jusqu'à présent, nous sommes en procès. Vous savez, c'est partout dans le monde où les deniers publics sont menacés. Ce n'est pas seulement en Afrique. En Europe aussi, les deniers publics sont menacés. Tout le problème, c'est un problème de système judiciaire et d'intérêt national. Il faut qu'on ait dans nos systèmes des dirigeants honnêtes et loyaux. Lorsque vous avez aussi des personnes perverties dans leur comportement, vous ne pouvez pas demander qu'à la base qu'il y ait une certaine éthique. Je pense que je me fais comprendre. Les prédateurs des deniers publics, ce sont ceux-là même qui en fait détiennent les deniers publics et qui sont au sommet de l'État. Et souvent, ce qui est dramatique, comme c'est le cas au Sénégal, c'est utilisé comme une arme politique contre des opposants politiques, à tort ou à raison. Si en fait c'est à raison, c'est à la justice, n'est-ce pas, de mener des enquêtes libres, indépendantes, sans qu'il y ait interférence ni ingérence du pouvoir exécutif, n'est-ce pas, qui décide de la culpabilité ou de l'innocence des personnes. Mais cela ne se passe pas de cette manière. Donc c'est pour dire que nous avons tous intérêt à ce que les deniers publics soient utilisés convenablement au profit des populations et qu'il y ait une réédition des comptes. Ce dont nous sommes contre, c'est que l'on utilise la lutte contre l'enrichissement qu'on dit illicite, n'est-ce pas, pour régler des comptes politiques. Et c'est pourquoi cela a échoué au Sénégal. Je suis affirmatif, au Sénégal, ça a été un échec. L'État du Sénégal n'a pu prendre que des villas qui se trouvent sur son propre sol, qu'il a eu à immatriculer, n'est-ce pas, au nom de l'État. Et semble-t-il, est-ce vrai, est-ce faux, en tout cas, je ne peux pas le confirmer ou l'infirmer, il semblerait que, en vérité, ces biens n'auraient même pas été saisis correctement. Donc, il y a ce que je déplore. Je dis que nous avons, malheureusement au Sénégal, l'habitude de mensonges d'État. Le mensonge d'État, n'est-ce pas, est très fréquent au Sénégal et on dit aux populations des choses qui ne soient pas fondées, qui ne soient pas vraies. Parce que l'essentiel des biens qu'ils disaient avoir été mal acquis se trouverait à l'extérieur. Et pourtant, jusqu'à présent, les procédures se poursuivent à l'extérieur. Cela veut dire qu'ils n'ont encore rien recouvré. En tout état de cause, en ce qui concerne mon client, je ne suis au courant d'aucun recouvrement. Si maintenant il s'agit de d'autres personnes poursuivies pour enrichissement illicite, je ne suis pas leur client. Et je vois qu'on a aligné, comment dirais-je, un certain nombre de personnes. On prend un dossier
où dans ce dossier, c'est le mari, c'est la femme, c'est la fille, c'est la belle-fille et le beau-frère, on les aligne comme si c'était des dossiers distincts, alors que c'est un seul dossier où en fait les poursuites portent sur 2 milliards de francs CFA et où en fait, semble-t-il, le cautionnement qui avait été donné n'était même pas un bon cautionnement. Donc il y a des problèmes dans ce pays. Je crois que l'enseignement illicite, cette lutte, en tout cas, ça a été une affaire politique. Je ne connais pas ces opérations, parce que vous savez, en tant que juriste, j'étudie une loi. Et je dis si cette loi peut être une loi équitable ou cette loi n'est pas équitable. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle le système de la légalité. Cela veut dire qu'une personne ne peut être poursuivie que sur la base d'un texte de loi clair, compréhensible pour tous et de la même manière. Donc, ne connaissant pas ces lois, n'est-ce pas, toutes ces lois, je ne peux pas me prononcer. Mais ce que je peux dire par contre, c'est que la loi sur l'enseignement illicite n'est pas tombée du néant. Le Sénégal, c'est en 1981. Bien après, il y a eu la Convention de Mérida. C'est la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cette convention a parlé, a prévu entre autres infractions, dont elle mettait l'obligation à la charge des États de légiférer pour, en fait, que des actes qui rentrent dans ces cadres soient réprimés, l'enseignement illicite. Il y a ensuite la Convention de Maputo, qui est une convention africaine. Elle aussi a prévu, entre autres lois, la loi sur l'enseignement illicite. Mais ce que j'ai constaté, c'est que les pays signataires de la Convention de Mérida, notamment les pays européens, je n'ai vu aucun pays européen qui a légiféré pour l'enseignement illicite. Aucun. Les pays africains ont ratifié la Convention de Mérida et la Convention de Maputo. Et les pays africains essaient, tant bien que mal, à consacrer effectivement comme infraction un certain nombre de pratiques dont l'enseignement illicite. Maintenant, il appartient à chaque pays de tirer un bilan. Ce que je peux seulement dire, c'est que nous sommes tous pour que les ressources soient employées au profit des populations. Que les derniers publics puissent aussi être profités aux populations. Que tout prédicateur des derniers publics puisse être puni, n'est-ce pas, à la dimension des actes et dans la dimension de la prédication qui est commise. Ce que nous disons, qui n'est pas juste, c'est qu'on ait des lois que les gens ne comprennent pas. Donc moi, je pars avec la présomption par laquelle je pense que les autres pays veulent lutter efficacement contre des prédicateurs, n'est-ce pas, des derniers publics. Mais ce n'est pas le cas du Sénégal. Pour le Sénégal, nous sommes encore toujours dans des combines politiques où en fait, on casse des politiciens. Et c'est bien dommage. Vous avez vu, même dans d'autres systèmes, on laisse les moyens, n'est-ce pas, on laisse les moyens à la personne, toute la latitude de rapporter la preuve. Il y a des commissions, il y a des preuves, il y a des contre-preuves, il y a des rapports d'expertise, des contre-expertises. Mais au Sénégal, vous vous souvenez, dans l'affaire Karim Wade, on ne nous a même pas permis, quand on a demandé la contre-expertise, ils ont refusé. Est-ce que vous pensez que ces gens étaient mus par le désir de découvrir une certaine vérité? Non. Tout ce qu'ils voulaient, c'était casser du Karim. Ils pensent en avoir cassé, mais je pense que jusqu'à présent, cela leur reste au travers de la gorge. Il y a des politiques sectorielles, c'est-à-dire chaque pays définit sa propre politique de lutte contre l'enrichissement illicite. Tel que, bon, vous avez le Sénégal comme exemple, vous avez le Gabon ou le Cameroun, donc entre autres pays. Donc je pense que il serait mieux indiqué que cette politique-là puisse s'étendre à l'ensemble des pays africains et que nos dirigeants comprennent que les deniers publics ne doivent pas être confondus avec les deniers personnels. Et que, bon, ce qu'il faut faire, c'est de préserver les deniers publics et les injecter dans l'économie pour le développement des populations africaines. Mais bon, en fait, maintenant, il s'agit simplement
de mettre en place une politique tendant à préserver ces deniers publics-là. Vous savez, depuis l'indépendance, les dirigeants africains ont toujours dilapidé les deniers publics. Celui qui vient au pouvoir, son premier réflexe, c'est de chercher à s'enrichir d'abord et à enrichir sa famille, son entourage. Donc vous avez vu le cas de la Guinée équatoriale actuellement, le cas du Congo-Brazzaville, des dossiers qui sont pendants devant les juridictions françaises. Donc en fait, maintenant que les gens prennent conscience de ce que, on ne peut pas impunément utiliser les deniers publics à des fins personnelles, je pense que c'est une très bonne politique de mener une lutte acharnée contre la corruption d'abord, contre l'enrichissement illicite, et qu'on comprenne que l'argent public appartient au peuple et doit être injecté pour le bien-être des populations. De retour sur le plateau de votre émission sur Label Télévision. Mesdames et messieurs, vous regardez le Talk, un débat sans concession et sans tabou. Nous sommes avec un invité. Je vous rappelle qu'il s'agit de monsieur Lin-Joël Dembé, directeur de publication du quotidien L'Union au Gabon. Monsieur Joël Lin-Dembé, je reviens tout de suite avec une question. Y a-t-il des dispositions ou mesures préventives à l'instar de la déclaration des biens pour les personnes nommées à des postes de responsabilité qui induisent à l'enrichissement illicite? Au Gabon, comme certainement dans d'autres pays, les dispositions en la matière sont claires. Il est clairement indiqué que toute personne détenteur de l'autorité publique doit faire une déclaration de biens auprès de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Donc c'est une pratique qui est là depuis plusieurs années. Est-elle dissuasive ou pas? Ça, c'est à la Commission qui en a la charge de pouvoir dire si les choses ont évolué ou pas. Pour autant, dans l'opinion et pour nous, hommes de médias, nous avons un regard assez particulier par rapport à tout cela. Et il est évident que certains cadres nommés à des fonctions se permettent de mener, de pouvoir détourner. Et en plus, on constate par ailleurs qu'ils se sont tellement enrichis que ça saute aux yeux. Oui. Et donc à partir de cet instant, on se demande à quoi a servi. Est-ce que réellement la déclaration de biens elle est dissuasive? Au final, on se rend compte que ça peut-être ça a un effet pour certains, pour d'autres, ce n'est pas ça le plus important. Parce qu'à la longue, on ne sait plus trop comment ont-ils fait pour, au terme de 2-3 ans, se retrouver avec plusieurs centaines de milliards. Avec plusieurs centaines de milliards et apparaître parmi les personnes les plus riches du pays. Ça arrive, c'est peut-être également des informations pas toujours vérifiées, mais on vit dans un pays où l'on sait à peu près qui est qui et qui a pu faire quoi. Donc, ce sont des choses qui ne peuvent pas se cacher. Donc, ce n'est pas tellement dissuasif en tant que tel. Il faudrait peut-être aller plus loin. Et là, c'est aux législateurs, c'est aux décideurs de pouvoir trouver la manière de faire. Est-ce que l'opération Mamba peut aboutir à cela? Ça également, il faut bien qu'on aboutisse à cette règle précise d'un fonds utilisé doit servir à un objectif bien précis et bien défini. Voilà, un fonds dégagé c'est pour faire un certain nombre de réalisations, c'est ce qui doit être fait. Cela m'amène justement à vous poser la question suivante. Est-ce que l'opération Mamba s'appuie-t-elle sur la dénonciation ou sur des rapports des organismes étatiques de contrôle? Je vous disais tout à l'heure que dans le cadre de l'opération Mamba, beaucoup de personnes se sont retrouvés mêlés parce que ça a été simplement du fait des révélations d'autres personnes, pas de la délation. Non, c'est simplement du fait qu'au cours des interrogatoires, quelqu'un qui fait sortir le nom de X, donc la personne est appelée pour venir se justifier, ou donner une contre-vérité. Voilà, une contre-vérité et la confrontation est là. Et au fil du temps, et avec également des dossiers bien fouillés,
des enquêtes menées sur le terrain, on s'est rendu compte effectivement qu'il y a eu ce qu'on appelle une association de malfaiteurs qui s'est constituée pour tel ou tel projet, autour de tel ou tel projet. Donc au final, ce ne sont pas tant des rapports qui ont été menés. C'est vrai que l'administration sait à peu près sur de quoi il est question, parce qu'on se rend compte que du côté du ministère du budget, par exemple, il y a eu des audits qui ont été menés pour voir à peu près d'où sont partis les fonds dégagés pour tel. Donc tout cela a permis également, certainement, aux enquêteurs de se retrouver avec un dossier dans lequel on pouvait effectivement suivre la trajectoire qu'a pris un certain nombre de financements publics. Et selon vous, ce type d'opération, telle que l'opération Mamba, seront-elles plus efficaces ou moins politiquement suspicieuses si elles débouchaient sur le rapatriement des fonds qui ont été détournés? Bon, je crois que pour un État, la meilleure chose qu'il puisse avoir, c'est que tous les fonds dégagés soient rapatriés. Soient restitués, bien sûr. Soient restitués. Mais vous savez... Afin peut-être d'être réinvestis dans ce pourquoi ils avaient été décaissés. Voilà, effectivement, parce que certaines, vous savez comment la durée que prend souvent un certain nombre de procédures, rapatrier les sous, il faut d'abord pouvoir savoir où ils sont, il faut avoir une traçabilité exacte pour pouvoir les ramener. Mais par contre, ceux qui sont sur place encore, et qui, pour certains, ont été cités autres. Je crois qu'il y a eu quand même déjà, selon un certain nombre d'informations que nous avons, certains ont restitué une partie ou tous, ça c'est encore une autre, ça c'est encore à vérifier. Mais seulement, il y a eu quand même des personnes qui ont franchi le pas pour être à l'abri de toutes les possibles qui s'en suivront. Toute forme de punition. Toute forme de punition, parce que c'est un peu ça la loi en matière de détournement de fonds. Vous restituez, vous êtes plus ou moins pas totalement dédouané, mais pas totalement dédouané. Vous êtes allégé parce qu'après, il y a des procédures du côté de la Cour des comptes, on vous met en débet, ça signifie que on vous demande de rembourser pendant un certain nombre d'années. Ça, c'est une procédure qui est... Oui, justement, vous m'amenez à vous poser la question suivante. Par exemple, au Cameroun, une réduction de peine est envisageable pour les personnes qui restituent le fonds. Est-il le cas des personnes coupables qui s'engagent à rembourser les fonds distraits au Gabon? Bon, je sais pas Est-ce qu'il y a une possibilité ou une éventualité de réduction de peine? Bon, il faut d'abord qu'il y ait réellement d'abord un procès, que la personne soit condamnée avant de peut-être prétendre à une réduction de peine. Mais il me semblerait que dans le cadre de détournement de fonds, ce processus, cette possibilité n'existe pas de réduction de peine au terme. Ça, il me semblerait. Ça, c'est encore les juristes qui pourront le confirmer, mais c'est un peu cela. Donc, il est souvent amené, pour certains, d'anticiper, de rembourser avant que le procès n'intervienne. Voilà. Parce qu'une fois que le procès est devenu maintenant la réduction de peine, on n'en a pas encore connu. Est-ce que la loi peut évoluer à terme? On ne sait pas trop, mais tout cela, pour le moment, devrait être laissé d'abord à la justice et après, on verra par la suite. Donc c'est un peu le sens de tout ce que l'on peut faire en matière de lutte contre la corruption. Et l'opération Mamba, qui est au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est une opération qui a tout son intérêt aujourd'hui parce qu'elle permet au moins de pouvoir interpeller un certain nombre de compagnies. Et attirer l'attention de tous ceux qui pensent pouvoir s'en aller avec ce genre de faits, s'en sortir plus ou moins après avoir détourné des fonds, au moins ça les interpelle et c'est comme une sonnette d'alarme qui crée un peu plus ou moins, qui conscientise certaines personnes, certains hauts cadres de l'administration sur le fait de ne pas devoir détourner des fonds. Mais là, vous m'amenez à vous poser une autre question. Certaines personnes pensent que c'est un peu trop tard peut-être, l'opération Mamba, qu'elle aurait dû être instaurée il y a de cela quand même plusieurs années.
Oui, c'est ce que tout le monde, beaucoup... Mais vaut mieux tard que jamais, pense disons. Dans l'opinion, c'est vrai qu'elle aurait dû se faire plutôt bon. Comme vous dites, mieux vaut tard que jamais. Maintenant, le plus important, c'est que l'opération aille jusqu'à son terme. Au moins, ce sera un élément. Cela est-il garanti? Vous pensez que c'est garanti? Je crois qu'en ce moment, vu l'évolution du dossier, nous avons eu connaissance de la mise en place de la Cour criminelle spéciale, oui, qui a pour vocation de juger tous les fonctionnaires, tous les agents de l'État et leurs complices qui sont coupables de tout le monde de fond. Et même, vous allez même être surprise parce que dans le code pénal, il est clairement indiqué qu'à partir de 250 000 francs détournés, vous êtes passible de cette cour. Donc jusque-là, les textes étaient là, mais comme je le disais tantôt, il y a eu une impunité qui fait en sorte que partout, dans l'administration, au sein des sociétés parapubliques et autres, des personnes se permettaient de dilapider les fonds publics qui sont destinés à des projets clairs, des projets qui sont importants pour le devenir des populations, pour le bien-être de nos concitoyens. Donc, il faut bien que cette opération aille jusqu'au bout, parce que sinon, ce serait laisser la porte ouverte pendant des années, encore des années, à ce phénomène qui pose beaucoup de problèmes au pays. Parce que le pays, si on passe tout le temps à détourner les fonds, je crois qu'il n'y aura pas d'évolution. Les gens seront toujours dans une position, une précarité qui est telle que, bon, on se demande à quel moment les choses vont changer. Je crois que là, elle tombe à point nommé. Il fallait qu'elle soit là. Et je crois que au-delà de ce que les gens peuvent dire ici et là, c'est quelque chose qui est perçu différemment. Et maintenant, c'est de pouvoir faire en sorte que tous ceux qui sont, sans faire de distinction, parce qu'aujourd'hui, les gens également, et ils disent, et c'est à raison, de constater que certains sont pris et d'autres non. Et donc là, c'est à la justice de faire son travail, faire en sorte que tous ceux qui sont impliqués passent devant les tribunaux et viennent répondre de leurs actes. Exact. Il y a quelques jours, exactement le 11 janvier 2018, un article est paru dans le quotidien de l'Union, dont vous êtes le directeur de publication, sur l'opération Mamba et tout ce qui en découle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ce dossier qui a été bien calé dans le journal, un quotidien qui est censé être, et selon l'opinion, qui est un quotidien pro-gouvernemental, après l'apparition de cet article qui a quand même suscité beaucoup d'engouement dans l'opinion publique? Que pouvez-vous nous dire? Nous sommes engagés dans ce sujet parce que nous suivons l'opération Mamba depuis le lancement. Oui. Donc nous avons un certain nombre de contacts qui nous permettent d'avoir les éléments, parce que je ne peux pas dévoiler les choses qui sont bien les sûr, miennes. ça fait partie de l'éthique et de la déontologie. Donc nous suivons pas à pas l'évolution. Oui. Et vous vous souviendrez que nous étions, depuis l'année dernière, nous avons commencé à annoncer un certain nombre d'arrestations. Donc nous avons une connaissance assez claire de l'évolution de toutes ces affaires. Donc pour nous, un an après le début de l'opération, parce que l'opération a commencé en décembre dernier, et nous sommes en janvier, c'était pour nous l'occasion de faire le point sur cette opération et quel était le niveau d'avancement des enquêtes menées. Donc nous nous sommes engagés à produire ce dossier en essayant de prendre affaire par affaire quel était l'objectif du projet, quels étaient les financements et quelles ont été les erreurs, les problèmes qui ont été soulevés par les enquêteurs. Donc c'est ce que nous avons pu faire. Aujourd'hui, bon, ça a suscité un certain nombre de réactions dans l'opinion parce qu'au vu du montant
des montants dévoilés. Des montants dévoilés, il y a quand même... il était évident que personne ne peut être indifférent. Ou insensible à ce type insensible à ce type de détournement. détournement. Maintenant, est-ce que au final ce seront des actes de détournement prouvés ou pas? Ça ne nous engage pas, mais pour nous c'était déjà de dire au niveau de l'enquête, voici ce qu'il ressort. Et sachant également durant ces enquêtes, il y a eu des auditions du X, donc bon, on peut nous reprocher de faire entrave à l'action judiciaire. Non, nous ne faisons pas entrave, nous dévoilons un certain nombre de choses, des informations que nous avons reçues en allant les recueillir. Donc c'est un peu tout ce dossier qui pour nous est un scandale quand on se rend compte un peu que des projets aussi importants, des financements aussi importants ont été dégagés pour des résultats qui ne sont vraiment pas à la hauteur et des réalisations qui ne sont pas visibles. Donc c'est un peu ça pour nous, à l'Union, pourquoi nous avons consacré des pages à ce sujet et nous allons encore continuer parce que le dossier... C'est pas la fin de l'histoire. Non, c'est pas la fin de l'histoire, le dossier n'est pas encore bouclé. Il y a d'autres affaires qui sont en cours et nous l'avons bien précisé dans certaines parce qu'on découvrait également qu'il y a des dossiers, des affaires qui ne sont pas encore connues parce que l'enquête n'est pas encore arrivée à son terme. Donc d'ici la fin, d'ici l'ouverture des procès, parce que ça va être certainement des longs procès, bien sûr, qui vont s'étaler sur plusieurs mois, plusieurs semaines, nous aurons certainement à revenir sur cette évolution. Mais que les gens ne s'y méprennent pas. L'Union n'est pas là pour ne pas faire état d'un certain nombre de choses. L'Union est un organe qui n'est ni un organe d'opposition, surtout ni un organe de la majorité, ni un organe, comme on dit, un journal gouvernemental. L'Union est une structure d'une société privée. Donc ce que vous essayez de nous faire comprendre en résumé, c'est que l'Union est un journal indépendant qui rédige ses dossiers et ses articles en toute objectivité, qu'en déplaise ou non à l'opposition ou comme à la majorité? Oui, concernant l'affaire, l'opération Mamba et surtout ces détournements de fonds, nous n'avons pas de position particulière vis-à-vis de X ou Y. C'est une opération qui est menée par un gouvernement. La justice en est saisie. Nous ne faisons que restituer les faits. De restituer. Ce qui est votre travail de journaliste. Et essayer d'expliquer, aller plus loin, nous poser des questions sur les agissements des uns et des autres, sur les lacunes observées dans tel ou tel projet. Ce n'est que ça. Maintenant, comme je disais tantôt, la décision judiciaire, ce n'est pas nous qui allons la donner. Nous laissons aux juges chargés de ces affaires de décider autrement. Mais nous, notre devoir, c'est de rendre compte et de dire, voici un projet qui n'est pas arrivé à son terme. 50 milliards ont été alloués. Qu'est-ce qu'on a fait de ces 50 milliards? Où sont partis les 50 milliards? Comment se fait-il qu'on en soit là? Donc ce sont des questions que nous nous posons et comme tout journaliste, on ne peut pas nous le reprocher. Donc à ce niveau, nous n'avons pas de parti pris, ni d'explication à donner à tel parti ou tel autre. Je crois qu'au Gabon, la liberté de la presse, elle est là. Maintenant, c'est à chacun, ceux qui se sentent floués, ceux qui se sentent indexés, de pouvoir saisir. Ils ont le droit de faire un droit de réponse, ils ont le droit de nous traîner devant les tribunaux. Et là encore, il faudrait qu'ils aient des arguments, parce que nous ne faisons que... Nous sommes le relais de certain nombre d'informations que nous essayons de vérifier, nous essayons de voir, de traiter avec d'autres sources, de confronter. Exactement, c'est tout ce que nous faisons. Maintenant, chacun a sa position sur ce dossier. Certains estiment que non, pourquoi X est cité et pourquoi pas Y, ça ce n'est pas le travail de la presse. Donc pour nous, ce n'est que ça. Mais nous ne sommes pas les juges, et encore moins les procureurs.
Avant la fin de cette émission, si vous me permettez, je voudrais vous demander, vous avez un mot à l'endroit des populations ou alors même des autorités qui sont en charge d'assurer le bon fonctionnement et le bon déroulement de l'opération Mamba au Gabon? Là, la seule chose que moi je parle en tant qu'homme de médias, hein, la seule chose qui serait importante, c'est que la justice fasse son travail en toute liberté. Oui. C'est ça le plus important. Pas d'entrave, pas d'action, pas d'interférence politique et autres. Il faut qu'elle rende le droit, qu'elle dise le droit, et telle sorte que, au final, si les personnes sont reconnues non coupables, elles soient libérées. C'est celles qui seront reconnues coupables, soient mises en prison. Ce n'est que ça le plus important. Et il faudrait qu'on en arrive là, parce que c'est une opération qui arrive, elle est salutaire, oui, mais elle ne pourra l'être fondamentalement que si l'opinion se rend compte, si les populations se rendent compte l'importance de cette démarche. De l'importance de cette démarche, elle sera fondée uniquement sur l'aboutissement et sur le droit qui sera rendu. Il ne s'agit pas de condamner X ou Y, mais il s'agit simplement de faire la part des choses. La sanction devant être proportionnelle à l'acte posé et les textes juridiques sont là. Donc pour nous, c'est un peu ce que nous souhaitons, parce que nous ne sommes pas à la place des politiques, nous ne pouvons pas nous mettre à la place des politiques, mais en tant que citoyens, en tant qu'hommes des médias, c'est tout ce que nous souhaitons, parce que si on est dans un état de droit, si on veut que les choses avancent dans ce pays, il faudrait bien qu'on en arrive là. Ça, c'est la position qui est la mienne, et puis elle peut ne pas être partagée, mais Vous donnez votre point de vue. Voilà, je la maintiens. Nous vous rappelons, chers téléspectateurs, que nous étions avec M. Lin-Joël Dembé, directeur de publication du quotidien L'Union au Gabon. Nous vous remercions d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir été connectés sur la Belle Télévision ce soir pour regarder votre émission de débat, le Talk, un débat et une discussion avec un invité sans concession et sans tabou. Nous vous retrouvons très prochainement. Restez connectés sur la Belle Télévision, votre chaîne panafricaine, pour la suite des programmes. Bonne soirée et à très bientôt.